Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des Réfracteurs, un podcast qui va se dérouler aujourd'hui sous le soleil de la Californie, puisqu'on va parler ensemble de Licorice Pizza, le dernier film en date de Paul Thomas Anderson, qui est peut-être encore en salle près de chez vous et qui concourt aux Oscars dans de nombreuses catégories. Cela, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast qu'on consacrera à la cérémonie. Mais pour aujourd'hui, je vous l'ai dit, Licorice Pizza, et j'ai pour m'accompagner avec moi deux invités prestigieux, enfin un chroniqueur habituel et un invité prestigieux. Je vais commencer par mon chroniqueur, qui n'est néanmoins prestigieux lui aussi, c'est Gré Pigeon. Comment tu vas, Gré ? Oh la vache, t'as sorti les rames là. Je vais très bien, merci beaucoup. Et ravi de parler de ce film. Super film. Et j'ai aussi en ma compagnie Toine, qui vient régulièrement nous accompagner dans les podcasts et qui revient aujourd'hui pour nous parler de Licorice Pizza. Et c'est même toi qui étais à l'initiative de ce podcast. Je suis ravi de pouvoir venir vous parler à l'oral avec deux collègues prestigieux de mon, je dois le dire en préambule, mon coup de cœur de l'année pour l'instant. Je crois que le coup de cœur va être partagé autour de la table parce que c'est un vrai film qui a une cote d'amour incroyable à l'image du couple qui est à l'écran et dont on va vous tracer l'histoire. Alors avant de commencer, comme vous le savez, on évoque comment on a eu le film et cette fois-ci on l'a vu par nos propres moyens, donc en salle de cinéma. Et avant de plonger dans l'histoire du film, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit peu de contexte et je crois que Toine, tu voulais notamment nous parler du réalisateur Paul Thomas Anderson. Oui, évidemment, il faut qu'on parle un peu de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson qu'on attendait depuis 4 ans en salle avec son dernier film qui était Phantom Thread, qui avait évidemment pléonasme presque concernant Paul Thomas Anderson, ébloui la critique, avec une nouvelle histoire d'amour qui vire du côté d'un de ses films qui va bientôt fêter ses 20 ans. Cette année, si je dis pas de bêtises. Si tu me permets, je voudrais juste préciser qu'on a parlé de Phantom Thread dans un podcast précédent. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la petite pastille que j'avais fait tout seul à l'époque. Excuse-moi de t'avoir coupé, tu peux reprendre. Pas de souci. Licorice Pizza, donc, je me permets, je le prononce pas avec un aussi bon accent que mon host, qui rappelle un film qui va bientôt fêter ses 20 ans, Punch Drunk Love, une histoire d'amour avec la folie de mise en scène de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, vous avez sûrement déjà vu ou au moins entendu parler de ses films. On a parlé de Phantom Thread, on a parlé de Punch Drunk Love. On peut citer Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood. Parmi ces longs métrages les plus connus, il y a aussi beaucoup de courts métrages. Vous avez pu voir peut-être Anima il y a quelques temps sur Netflix. Voilà, Anima sur Netflix, qui était un court moyen métrage basé sur une chanson de Radiohead. Et oui, parce que Paul Thomas Anderson, également, en guise de présentation, c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de clips, notamment ces dernières années, pour Radiohead et pour un groupe qui s'appelle AIM, et sur lequel on va revenir très prochainement. C'est Paul Thomas Anderson, c'est probablement un des réalisateurs hollywoodiens qui aujourd'hui a la plus grande réputation. C'est une forte présence cinématographique à l'écran. Il est régulièrement considéré comme un des derniers grands cinéastes. On aura l'occasion d'en revenir, bien évidemment. Il fait partie de cette génération des cinéastes des années 2000, avec des plus ou moins connus, Fincher, Tarantino parmi les plus connus, avec un style très inventif, beaucoup de plans séquences et un format large au 2:35. Et je m'arrête là en termes de présentation parce qu'on aura l'occasion de revenir plus en détail, mais il me semble, j'ai parlé du groupe AIM qui va jouer un rôle capital pour le film, et il me semble que Gré Pigeon, tu voulais le présenter. Tout à fait, Toine. Alors, AIM, il faut en parler parce que l'actrice principale du film, Alana AIM, donc elle fait partie de ce groupe. Alors, AIM, ça veut dire vie en hébreu. Et c'est donc un groupe de pop-rock américain qui est basé à Los Angeles et qui est composé de 3 sœurs. Alors, les 3 sœurs, c'est Esti, qui est à la guitare, qui est à la basse, et au chant, Daniel, qui est au chant, à la guitare et à la batterie, et enfin Alana, qui est elle, au guitare, au clavier et au chant. Alana, c'est la plus jeune des 3. Et faut savoir que c'est un groupe vraiment multi-instrumental. Elles sont toutes capables de s'échanger les instruments. Elles peuvent aussi jouer d'autres instruments que ceux que j'ai cités avant. Alors c'est un groupe très pop qui est un petit peu dans la mouvance de Fleetwood Mac. Je sais pas si vous voyez tous les deux quel genre de groupe c'est. Ah oui, d'accord.
Alors elles ont grandi dans une famille de musiciens, hein, les deux parents faisaient de la musique, et elles ont joué très très jeunes. Alana a même rejoint ses deux grandes sœurs quand elle avait quand elle avait une quinzaine d'années. Mais leur tout premier groupe, c'était un groupe un groupe familial qui s'appelait Rockinheim, et qui était dirigé par les parents et dans lequel il y avait les deux grandes sœurs. Donc le groupe s'est formé en 2007, donc quand Alana avait à peine 15 ans, mais elles sont vraiment devenues professionnelles que plus tard, à partir de 2012, parce que une des sœurs qui était plus âgée jouait de la guitare pour Julian Casablancas, qui est le chanteur des Strokes, des musiciennes aguerries. Elles ont sorti un premier EP qui s'appelle Forever, et c'est ce qui leur a permis d'être repérées par Jay-Z, qui les a signés sur son label dès 2012. Elles ont fait plusieurs apparitions dans des festivals et elles ont fait surtout beaucoup sensation en ouvrant pour d'autres groupes, notamment pour Phoenix, qui est un groupe aussi assez hype, un groupe français pour le coup, mais un groupe de pop assez hype. Voilà. Donc, If you ever feel better. Ouais, exactement. Donc voilà pour le groupe Haim, et comme tu l'as dit Antoine, elles ont la chance d'avoir eu la plupart de leurs clips réalisés par Paul Thomas Anderson, qui est devenu ami avec les membres du groupe, et c'est ce qui a conduit PTA à choisir Alana pour le rôle principal du film. Et les deux sœurs ont des petits rôles, hein. Elles jouent leur propre rôle de sœur d'Alana également dans le film. Alors voilà, on vous a planté l'architecte du projet, Paul Thomas Anderson. On vous a présenté son égérie féminine, Alana Haim. Donc tu nous disais, il a une certaine fascination pour elle, hein, il multiplie les projets ensemble. Et puisqu'il est question aujourd'hui d'une histoire d'amour, il y a un partenaire masculin qui lui est associé. Et là, j'aimerais, Gré Pigeon, c'est encore ton moment, que tu nous parles de Cooper Hoffman et que tu nous fasses la liste des films dans lesquels il a joué. Alors, Cooper Hoffman, il a joué dans la Licorice Pizza. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, au revoir. Et d'ailleurs, j'aurais pu faire la même chose avec Alana Haim, c'est son premier film aussi. Hein. Donc, c'est vrai que Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur aguerri qui a de nombreux films à son actif, et il a choisi un couple de débutants pour son film. Non, plus sérieusement, Cooper Hoffman, donc il est tout jeune, hein, c'est effectivement son premier film. Il est né en 2003, et figurez-vous qu'il a jamais voulu devenir acteur. Alors avant de dire exactement qui c'est, parce que Hoffman c'est un nom qui résonne pour les fans de cinéma, mais quand il était à l'école primaire, il participait à des pièces de théâtre, mais pas sur les planches, il aidait en coulisses. Il voulait vraiment pas être sur le devant de la scène. Et donc la toute première fois que Hoffman a considéré devenir acteur, c'est quand Paul Thomas Anderson lui a demandé de faire une petite audition décontractée. Donc c'est là que je vais révéler le poteau rose. Cooper Hoffman, c'est le fils du défunt Philip Seymour Hoffman, qui était un des acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson. Et donc Paul Thomas Anderson connaît Cooper depuis qu'il est né en fait. Et c'est un ami de la famille, et donc il l'a vu grandir, et il a senti le potentiel à lui. Et il lui a demandé de venir auditionner pour Licorice Pizza, en sachant que ça l'intéresserait pas Cooper. Sauf que l'audition s'est extrêmement bien passée. Et il a auditionné face à Alana, qui avait déjà eu le rôle, elle. Et à la seconde où il a commencé à lire, il est devenu vraiment très émotif. Il a ressenti une connexion qu'il avait jamais ressentie avant avec son père. Et il s'est dit, à ce moment-là, c'est ça que ressentait mon père. Je comprends maintenant pourquoi il était fasciné par ce métier, et j'ai envie de vivre la même chose. Et donc il a accepté de tourner avec Paul Thomas Anderson pour ce film, malgré son manque d'expérience. Et c'est une expérience presque traumatisante, hein, pour Cooper de rentrer dans les pas de son père. Il n'osait pas vouloir se dire acteur parce qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur de son père, qui était un très grand acteur. Anderson, au départ, il avait pas pensé à Cooper Hoffman, hein, pour le rôle. Il a auditionné plusieurs jeunes acteurs, mais aucun vraiment ne l'intéressait. Et à chaque fois, il revenait à Cooper Hoffman. Il l'avait déjà dirigé à plusieurs reprises, mais dans des films familiaux qui tournaient sur iPhone. Et il trouvait que Cooper avait le charisme, cette présence dont il avait besoin pour ce rôle. Et est-ce que vous savez, donc Cooper Hoffman, donc, est complètement débutant, quelle est la première scène qu'il a dû tourner sur le film Licorice Pizza? La scène de l'arrestation. Pas du tout, non. La toute première scène, c'est celle, pour des raisons de calendrier, c'était pas ce qui était prévu au départ, mais l'acteur en question était assez occupé. C'est la scène avec Bradley Cooper, celle où il s'énerve vraiment face à lui, justement. Hoffman a été tellement impressionné par Bradley Cooper qu'il a commencé à bafouiller dans tous les sens, et il lui a fallu un certain temps pour vraiment se mettre dans la scène et dans le rôle.
Donc l'expérience, en tout cas, on pourra dire qu'elle a été concluante pour lui, parce que maintenant, il a pris la décision de devenir acteur, mais donc il fait les choses un petit peu à l'envers, il a décidé de prendre des cours. Donc là, il est dans une école de théâtre à New York pour apprendre son métier. Et en tout cas, vu sa performance dans Licorice Pizza, une chose est sûre, je pense qu'on va le revoir assez vite. Oui, parce qu'on a évoqué les deux acteurs, et c'est vrai que quand on se prête au jeu des Oscars sur le site, on vous l'a dit, et quand on a vu les nominations, on a été un petit peu, pas choqué, mais un petit peu attristé de voir que les deux acteurs n'avaient pas eu de citation. Il n'empêche que si on devait remettre un Oscar du meilleur couple de cette année, je pense que Licorice Pizza serait en bonne place. Alors, on vous a planté ceux qui font le film. Il va falloir vous parler aussi de ce qu'est cette histoire, de ce qu'est Licorice Pizza. Donc, je vais, moi, m'adonner à l'exercice toujours un peu tatillon du résumé. Et c'est vrai qu'on se disait en off que là, c'est pas forcément facile parce que, plus qu'une histoire, j'ai l'impression que Licorice Pizza, c'est une ambiance, c'est une chronique d'une époque. Et donc, je vais commencer par une question, mes chers camarades. Est-ce que vous savez ce que veut dire Licorice Pizza ? Eh ben non, justement, je veux bien que tu me l'expliques. À Pizza au réglisse ? Exactement, c'est ce qu'on pourrait traduire, comme tu le dis, par pizza au réglisse. Et en fait, alors à la base, le titre vient d'un sketch. Alors il me semble que c'est Abbott et Costello, ça a vérifié, mais où ils disent que un de leurs disques se vend tellement mal qu'ils vont devoir faire croire que c'est de la pizza au réglisse. Donc ça, c'est l'origine première du terme. Mais en fait, ce qui a marqué Paul Thomas Anderson et ce qui l'a conduit à choisir ce titre, c'est parce que quand il était jeune, en Californie, là où se passe le film, un magasin de disques qu'il avait l'habitude de fréquenter s'appelait ainsi, et il trouvait que ce nom retranscrivait bien l'époque dans laquelle va s'inscrire le film. Donc c'est l'année 1973, donc c'est un contexte politique bien particulier aux États-Unis sur lequel moi je reviendrai un peu plus tard. Mais on est vraiment dans cet endroit du monde, la Californie, avec sa lumière particulière, à cette époque bien particulière dans les États-Unis de Nixon. Et donc dans ce cadre idyllique vont se croiser deux personnages. Donc on a celui de Cooper Hoffman, c'est Gary dans le film, qui est un adolescent de 15 ans, qui est une petite star en fait des planches. Enfin, petite star, vraiment toute petite, c'est plutôt une espèce de figurant qui est en marge d'un système du show business dans lequel il n'a pas vraiment pied. Et donc ce jeune lycéen va rencontrer Alana, qui elle est plus âgée, elle a 28 ans, et qui fait des photos dans le lycée de Gary. Et donc, tout le film va être leur trajectoire en parallèle et l'histoire d'amour, parce qu'on sent qu'il y a des sentiments amoureux qui vont se nouer très vite entre eux, mais en même temps qui inscrivent dans une espèce de logique de film de ce qu'on appelle les coming of age, donc les films sur le passage à l'âge adulte, si vous voulez en français. Et donc vraiment, leur amour va être ponctué de leur parcours initiatique, de leur ouverture vers la vie quotidienne, celle d'un adulte. Excellent résumé, je n'aurais pas mieux fait. On peut peut-être préciser également que le film se déroule sur plusieurs années et que chacun des personnages va faire d'autres rencontres, et on a quelques caméos d'acteurs, ou même plus que des caméos, hein, quelques scènes avec des acteurs très connus. Donc j'ai déjà cité Bradley Cooper, mais on peut également citer Sean Penn ou Benny Safdie. Si je puis me permettre, ce sont plus que des caméos, ces passages, ce sont des vraies scènes, voire même des piliers du film. Parce que quand on rentre vraiment dans qu'est-ce qu'est Licorice Pizza et qui montre un peu aussi la difficulté d'en faire un résumé, c'est que ce n'est pas une histoire. Pour moi, c'est plus un parcours, un espèce de parcours initiatique à travers les années. Pour ce couple qui est un couple moral, tout du moins dans un premier temps, un duo presque de cinéma, qui vont devoir grandir en passant ces étapes-là. Grandir parce que ce sont finalement encore que des enfants, un peu paumés dans ce monde de grands, d'adultes dont ils ne saisissent pas les tenants, les aboutissants. Vous venez de le dire, les gars, mais c'est le personnage de Gary qui se pense grand acteur alors qu'en fait il est complètement dépassé, et pour faire sa promotion il doit être encore accompagné d'un adulte. On voit encore qu'à ce côté, ce sont des enfants qui doivent être pris par la main, même s'ils aimeraient être plus adultes. Et en fait, chaque scène pilier, donc la scène avec Sean Penn et Tom Waits, puis la scène, en tout cas les 2-3 scènes avec Bradley Cooper, puis le passage avec Benny Safdie, c'est l'occasion en fait pour Paul Thomas Anderson d'offrir à ces deux personnages
une étape dans le process adolescent de transition de l'enfance à l'âge adulte. Sean Penn, dans la scène avec Sean Penn, on voit toute la divination de voir ces adultes que l'on respecte et tout, ces mythes qui finalement vont finir par s'ébranler. C'est là toute la saveur du personnage de Sean Penn. Le personnage de Bradley Cooper est plus le choc frontal, et on voit que le mythe s'effrite, mais qu'on peut ne plus être en accord avec le mythe. Et lorsqu'on tente de devenir actif, pour tenter de s'émanciper, on est aussi déçu. Et c'est presque un conte initiatique que nous conte Paul Thomas Anderson. Je suis désolé pour la petite répétition. Un conte initiatique de progression, en fait, dans leur évolution aux deux. Car, voilà, en préambule, je suis désolé, je vais spoiler pendant quelques secondes, il faut qu'il fasse ce chemin. De toute façon, on va avertir ouvertement, on va spoiler un peu le film, parce qu'il y a vraiment des scènes pivots, je pense, comme tu le dis, à analyser. Donc là, on vous a délimité le film. Si ça vous intéresse, foncez le voir. À partir de maintenant, il risque d'y avoir des spoilers, donc on s'excuse par avance. Voilà. Et ce duo moral, ce couple moral, a besoin de suivre ce parcours initiatique pour être un couple véritablement dans la vie, pour que les deux pièces soient polies pour bien s'emboîter ensemble. Déjà, il faut aussi préciser, hein, vous l'avez dit quand tu as dit qu'il avait 15 ans et elle 28, c'est qu'il y a une grosse différence d'âge entre les deux acteurs. Et c'est un frein à leur relation, notamment de son point de vue à elle, hein, en tout cas, parce que lui, ça le dérange pas du tout, mais elle, en tout cas, elle se met une limite. Elle est attirée par lui, elle est attirée par sa personnalité, mais elle s'interdit d'avoir une relation avec quelqu'un d'aussi jeune, ce qu'on peut comprendre. Et en même temps, il est jeune par l'âge, mais c'est un personnage à l'écriture bien particulière, je trouve, Gary, parce que il y a le fait qu'il vit presque en fait tout seul. Il a même la charge de son petit frère. Alors, il a une mère qui est présente dans le film, mais qui est très occupée par son travail, et il a un père qui est complètement absent, lui. On n'en parle vraiment pas du tout. Au moment où Paul Thomas Anderson pourrait en parler, il se refuse dans le dialogue à le faire. Donc, je trouve que c'est pas forcément un geste anodin. Et donc vous l'avez dit, c'est quand même un enfant livré à lui-même. Il a besoin d'un chaperon, ce que va faire Alana à un moment du film, au début. Et là où je trouve les deux trajectoires des personnages différentes, c'est que Gary est propulsé dans l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il a 15 ans et que les événements du film... Alors il est très entreprenant, c'est le cas de le dire, puisqu'il mène plusieurs business, notamment un business de matelas à eau qui sera au centre du film. Il est très entreprenant, mais n'empêche que c'est la réalité qui se confronte à lui. Je pense à la scène de l'arrestation qu'on développera plus tard. C'est vraiment le monde qui rentre en choc avec lui. Tandis que le personnage de Alana, j'ai l'impression qu'elle prend un peu plus sa destinée en main. C'est elle qui décide de grandir, de ne plus être une simple assistante de photographe scolaire, mais ça va être marqué par son engagement politique dans le film. Et j'ai l'impression que à cet égard-là, Licorice Pizza a quelque chose d'un peu féministe par moment. Plus que féministe. Je vais développer là-dessus, mais si tu me permets, j'aimerais revenir un peu en arrière. Ces deux personnages qui au début tous les opposent. Gary est entreprenant sur plein de choses, mais pas sur les choses véritables pour aller au fond des choses. Il n'arrive pas, avec Alana, à se construire. Il élève seul, entre guillemets, presque son petit frère, là où il n'y a pas de vraie figure masculine qui l'entoure. La seule figure masculine de son entourage, c'est ce patron de restaurant asiatique qui, en fait, qui est complètement ridicule. Globalement, le personnage de Gary évolue soit avec des enfants, soit avec des femmes, globalement dans une bonne partie du film. À côté, Alana, elle a cette vie d'adulte sur laquelle elle est rangée, mais elle n'ose pas sauter le pas. Elle a une structure familiale qui est sévère, stricte. C'est une famille juive. Il y aura d'ailleurs une scène à ce propos qui va montrer tout le socle familial dans la famille d'Alana. Tous les opposent finalement. Parce que, en fait, ils doivent progresser pour atteindre justement ce seuil qui les permet de s'unir. Ce sont deux pièces, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont foncièrement différentes. Tous les opposent. Et j'ai cité quelques arguments, peut-être que vous allez en trouver d'autres. Ce sont vraiment deux personnages complètement différents qui, par les épreuves de la vie, parce que c'est vraiment ça, c'est une éducation par les épreuves de la vie, qui vont devoir changer leur vision qu'ils ont dessus pour pouvoir atteindre ce final où Alana, entre guillemets, notamment par tout l'arc politique, par tout son arc politique,
va apprendre à ne plus rester statique. Et par tout son dernier acte, notamment par tout ce qui se passe au niveau de l'arrestation, Gary va arrêter d'avoir une espèce de fuite en avant idéalisée face aux vrais événements de la vie et va aller vers Alana parce que c'est ce qu'il veut et c'est finalement le côté fuite en avant sur lequel il n'arrive pas à faire concrètement pendant une bonne partie du film. On assiste en fait à la rencontre de deux êtres. Ces deux êtres, ce sont presque les deux seuls à ne pas se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre, alors que tout leur entourage sait qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Il y a même une scène d'ailleurs où une des sœurs d'Alana, Alana se demande mais est-ce que c'est normal que je sois attirée par quelqu'un d'aussi jeune? Mais sa sœur ne comprend même pas qu'elle se pose la question parce qu'elle considère qu'elle est déjà en couple en fait avec le personnage de Gary. C'est un couple qui n'en est pas un parce qu'il n'y a pas de rapport physique, mais c'est un couple de toute façon de fait. Je me demande d'ailleurs si l'une des motivations premières de Paul Thomas Anderson avec le film, c'est pas justement une réflexion sur le langage et comment trouver le langage approprié pour s'exprimer avec l'autre. Comme tu le dis, c'est deux âmes sœurs en fait qu'on a à l'écran. Et elles ne savent pas comment se parler. Et c'est souligné, je trouve, notamment par le caractère très frondeur de Alana. C'est quelqu'un qui a la répartie cinglante, qui n'hésite pas à envoyer valser Gary. Mais je trouve que cette réflexion sur le langage, sur apprendre à parler à l'autre, elle est même implicite dans des scènes qui sont beaucoup plus comiques. Toine, t'évoquais le patron de restaurant japonais, qui est complètement ridicule et qui est en fait marié à des femmes japonaises. Il y en a deux différentes dans le film, il est marié 2 fois, et qui les interpelle au début du film, avant qu'on comprenne dans une scène passée qu'ils ne parlent même pas japonais en fait. Et je me suis demandé si à travers ce simple gag, il n'y avait pas déjà un des messages premiers du film, c'est apprendre à parler à l'autre, savoir comment communiquer, parfois au-delà des mots, parfois grâce aux mots, mais en tout cas et au-delà des tabous. Parce que c'est un autre message fort du film, selon moi, c'est vraiment comme tu l'as dit, la rencontre de deux âmes sœurs, mais qui ne peuvent pas être ensemble de par la différence d'âge. Et tout le film va tendre vers la rupture de ce tabou. Gary, lui, n'a aucun problème. Dès le départ, il considère qu'Alana est faite pour lui et il se rend compte dès le départ. C'est Alana qui a ce tabou. Non, je peux pas sortir avec quelqu'un d'aussi jeune. Et c'est son entourage qui va lui faire prendre conscience qu'elle se trompe. D'ailleurs, une des premières scènes du film, juste après la rencontre entre Gary et Alana, Gary interpelle son petit frère pour lui dire « J'ai rencontré la femme avec qui je vais me marier ». Donc c'est quand même pas anodin. Et justement, on parle de la première scène, donc la scène initiale du film, celle qui unit Gary et Alana. J'ai trouvé là que stylistiquement, Paul Thomas Anderson était très intéressant parce que c'est un peu, c'est une des premières images du film, c'est un peu une sorte de manifeste. C'est que son film va être très fuyant, très horizontal en fait. Il va vraiment épouser la trajectoire de personnages qui sont très souvent en mouvement. On pense aux scènes de course assez récurrentes. Il y a régulièrement soit Alana, soit Gary qui courent dans les rues de Los Angeles, enfin de la banlieue de Los Angeles, et c'est vraiment quelque chose de très marqué dans le film, ces travelling latéraux. Il y aura d'ailleurs, Paul Thomas Anderson fait presque sa propre critique dans le final du film où il y a un montage croisé justement de toutes les scènes où les deux personnages courent. C'est un film qui est très horizontal dans sa mise en scène. Paul Thomas Anderson a une mise en scène de base qui est quand même plutôt horizontale, basée, on l'a dit, sur beaucoup de plans séquences, de beaucoup de travelling. Il y a une fluidité dans la caméra chez Paul Thomas Anderson, et Licorice Pizza déroge clairement pas à la règle, bien au contraire. Il y a cette fluidité, mais surtout le mouvement horizontal, un mouvement où on se regarde à hauteur d'homme, il fait vachement écho sur un film qui a quand même une structure de relationnel qui joue beaucoup dans son texte sur la verticalité, avec les personnages, la verticalité généalogique, les parents, les grands-parents, les adultes, les enfants, mais également sur les relations. Beaucoup, notamment, tu parlais de cette première scène qui a été tournée, cette scène de dispute entre John Peters, le personnage de Bradley Cooper, et le personnage de Gary. Il joue le petit ami de Barbara Streisand. C'est une scène vraiment hilarante où il joue Bradley Cooper joue John Peters complètement fou. Tu es sûr de bien avoir prononcé le nom de sa femme? Barbara Streisand. Streisand. Voilà, pour ceux qui ont vu le film comprendront la référence. C'est justement en fait par cette horizontalité qui est presque acquise dès le début du film. En tout point, on a
c'est les relations entre les personnages, leurs courses, mais même on a ce plan très horizontal en fait où Gary fait une audition où il tourne horizontalement pour passer devant la caméra. C'est un film qui est très horizontal dans son mouvement et il se sert de la verticalité des quelques moments où il met en fait en relief par la verticalité pour montrer la rupture. Il y a une scène notamment qui va jouer là-dessus qui pour moi qui est la scène un peu pilier de l'évolution des deux personnages. C'est une folle course-poursuite contre eux-mêmes dans un camion, sans essence, au milieu de Los Angeles, où en fait on dévale une colline. Un concept qui sur le papier est très vertical, mais et sur laquelle on va commencer à avoir des variations de la mise en scène, comme pour montrer qu'on arrive pour les deux personnages à une forme de point de rupture. C'est-à-dire là, soit on va de l'avant, soit on devient actif, parce qu'il y a quand même une grande passivité presque malgré les côtés très entreprenants, il y a quand même une certaine passivité, un certain retard des deux sur la vie réelle. Et ce passage par la verticalité sur cette scène, pour moi, montre vraiment la rupture. Il y a un basculement dans le film qui s'effectue, où on va devenir adulte. Et justement, ce carcan fermé très horizontal avant, parce qu'il y a beaucoup de travelling horizontaux juste avant, on va arriver sur une mise en scène qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus diversifié, c'est presque une bêtise de dire diversifié, tant la mise en scène de Paul Thomas Anderson, elle est diversifiée. Il va vraiment se diversifier pour montrer plein de sentiments, pour montrer un accomplissement, qu'on va arriver beaucoup plus sur un ensemble pour les personnages, jusqu'à reprendre, et pour finir ma tirade, ce côté presque où il rigole de lui-même, avec cet assemblement en fait de ces travelling horizontaux de course pour converger sur le même point, où il rigole de lui-même de ce qu'on a vécu avant. Et c'est vraiment, en fait, par ce travail de mise en scène, par cette diversité presque, que Licorice Pizza va atteindre une certaine hauteur, hauteur d'esprit, hauteur cinématographique, parce que chaque scène, c'est presque un film construit presque comme un film à sketch, ce qui est très intéressant en fait dans la construction, parce que Paul Thomas Anderson voit sa mise en scène à mes yeux à deux échelles, à une échelle macro, c'est-à-dire à celle du film tout entier, mais également à une échelle micro, c'est-à-dire qu'on pourrait presque vous faire un podcast d'analyse de mise en scène de quasiment toutes les scènes en fait. Mais ça, peut-être que vous avez autre chose à dire dessus, les gars. Alors oui, c'est vrai que tu nous décris un cadre très strict, et d'ailleurs Paul Thomas Anderson il va tricher un petit peu à la fin, tu le dis, au moment où en fait il fait un montage sur toutes les courses qu'on a vécues pendant le film, et il va inverser une des images d'Alana pour qu'elle aille dans le sens de la rencontre avec Gary dans le montage. Bon, c'est un détail bien sûr. On a l'impression d'un cadre narratif assez strict, où comme tu l'as dit, ce serait une succession de sketchs qu'on va se prêter à l'analyse derrière. Mais j'ai l'impression qu'il y a un artifice particulier dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, au moins sur ce film, qui rend le film particulier et qui lui donne pour moi un aspect presque de conte de fées, ou en tout cas qui l'enferme véritablement dans son époque, dans les années 70. C'est le travail de lumière. En fait, je trouve que Paul Thomas Anderson a magnifiquement capté la lumière de Californie, et que les personnages ont sans cesse l'impression d'être cerclés d'une espèce d'aura lumineuse. Et là où je trouve ça vraiment virtuose de la part de Paul Thomas Anderson, c'est qu'il le fait de jour. Ça semble à peu près évident sous le soleil de la Californie, comme je l'ai dit. Mais il le fait aussi de nuit. Quand Gary ouvre ses différents business, il y a des grands projecteurs devant ses locaux, qui rappellent un peu les projecteurs qu'on a au cours des avant-premières, si vous voulez, qui éclairent la façade des cinémas pendant que les stars arrivent. Et cet éclairage, il va l'utiliser deux fois dans le film, une fois au début, une fois à la fin, comme s'il avait préparé son artifice en quelque sorte. Et pour moi, la lumière, vraiment, c'est un élément prépondérant que je voulais mettre en avant, parce qu'elle rend vraiment le film spécial visuellement, j'ai l'impression. Il y a un travail d'ailleurs assez intéressant sur la lumière, je trouve, c'est que la plupart des scènes charnières qu'on a citées, elles se passent de nuit en fait. Les vraies ruptures se font de nuit. Il y a la scène avec Sean Penn qui se fait dans le bar, cette soirée avec beaucoup de tension où ils vont sortir sur le golf, qui se fait de nuit. Bradley Cooper, évidemment, toute la course-poursuite et tout, c'est également la nuit. Et il y a ce dernier moment avec Benny Safdie, ce moment au restaurant qui lui aussi est la nuit.
la lumière, c'est presque l'innocence de l'enfance. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que il y a notamment une scène où Alana se rend compte un peu du caractère immature de Gary. C'est une scène, un plan de coupe très rapide où Gary fait des gestes un peu obscènes avec un bidon d'essence. Et cette scène, elle se passe au crépuscule en fait, au moment où la nuit va tomber. Donc je souscris pleinement à ce que tu étais en train de nous exposer. La lumière, c'est presque l'innocence de l'enfance, en fait. Alors que la nuit impose en fait une espèce de chape de plomb, cette chape de plomb adulte qui va se passer et qui les scènes de nuit seront des scènes de désillusion pour les personnages, quasiment intégralement. Ça peut être là-dessus, on peut aussi citer à une échelle plus petite, peut-être moins marquante, on a le moment où Gary mange un burger avec sa mère dans la voiture et va voir Alana auprès du bras d'un de ses collègues acteurs. Il y a tous ces moments-là, les moments de nuit sont toujours des moments dramatiques. On sait que Paul Thomas Anderson est un metteur en scène qui joue beaucoup avec la lumière. Euh, pour citer un exemple entre mille, il suffirait de revoir et de réanalyser There Will Be Blood, un film qui joue énormément avec la lumière, notamment dans les plans de l'église. Ça a toujours été un élément vraiment de mise en scène. Là, encore une fois, il l'inclut complètement dans son ensemble et, finalement, l'absence de lumière signe la désillusion. Il y a une scène là-dessus, si vous me le permettez, les gars, c'est cette scène avec Sean Penn. J'allais faire la bêtise d'ailleurs, je reprends mes notes, excusez-moi, qui joue Jack Holden. Un détail important parce que j'allais faire une bêtise tant il est l'inspiration du personnage de Sean Penn, par exemple, est évidente avec une autre star, William Holden. Vous voyez, ça se cache même pas, qui parle. On embrasse Charlotte au passage. Hein. William Holden est le lecteur fétiche de Charlotte. Avec une référence évidente à un film qu'il a tourné avec Grace Kelly, William Holden, qui s'appelle Les Ponts de Tokori. Il va même citer explicitement les ponts de Tokori. Voilà, d'une manière déguisée. C'est presque en fait un jeu pour Paul Thomas Anderson là-dessus, de nous créer cette désillusion. Une forme de désillusion pour les cinéphiles de se dire « Ah, j'ai reconnu », mais il n'en parle pas directement. Mais il y a aussi, ça va être la désillusion des personnages. Ce mythe Sean Penn qui est là-dessus, voilà, Sean Penn qui reste un acteur quand même avec un bagage, une filmographie énorme, qui vient pour ce tout petit rôle. Et en fait, c'est le rôle de la décrépitude. On part d'un moment lumineux, justement, une scène dans laquelle il joue face à Alana, où on ne sait plus vraiment d'ailleurs si c'est Alana ou si c'est le personnage qui parle au début de la scène, ce qui est assez intéressant en termes de mise en scène aussi. La lumière pour progressivement aller jusqu'à cette obscurité, l'alcool faisant la bêtise humaine également, on arrive à un moment en fait où l'espoir va tomber et où ce mythe de l'âge d'or d'Hollywood qui dans les années 70, on rappelle que le film se passe dans les années 70, donc en pleine nouvelle Hollywood, l'âge d'or est terminé, l'âge d'or tombe presque. Ça nous permet de montrer une désillusion. C'est une désillusion macro et une désillusion micro, encore une fois. Licorice Pizza est, à mon sens, un film qui peut pas se lire qu'à une seule échelle, puisque chaque scène répond à plein de choses, et on sait évidemment Paul Thomas Anderson, grand cinéphile, et qui a beaucoup de références là-dessus, et qui adore jouer là-dessus envers ses références cinématographiques. Il y a toute cette désillusion du cinéaste, comme cette désillusion des personnages, dans une scène qui est très intéressante, qui fonctionne vraiment en tant que scène presque. Ça pourrait être limite, ce segment presque, un court-métrage isolé, mais qui fonctionne extrêmement bien à l'échelle du film, parce que dans ce moment d'obscurité, on va vraiment plonger dans la détresse de ces deux personnages qui, d'abord fondus dans la masse, vont se retrouver isolés tous les deux au fond de ce golfe, et se rappeler que les figures qu'ils admirent valent-elles vraiment encore le coup d'être admirées. C'est toute la réflexion sur laquelle nous laisse Paul Thomas Anderson. Je vais rebondir sur ces figures justement parce qu'on parlait de films légèrement féministes, et je trouve qu'il y a une certaine image de la toxicité masculine qui se dégage du film et qui, placée dans le contexte, donc l'année 1973 où se déroule l'histoire, n'est sûrement pas anodin. Il y a cette scène avec Jack Holden où finalement ça reste gentil, et tu le dis, c'est juste la fin d'un mythe. C'est un acteur qu'on pensait mythique qui se révèle être
un parfait connard, hein, excusez-moi du terme, mais c'est quelque chose qui va planer sur tout le film, toute la séquence avec Bradley Cooper qu'on a évoqué. Bradley Cooper va être très entreprenant avec elle, à un point qui est proche de ce qu'aujourd'hui on qualifierait de harcèlement, sans doute à juste titre, parce qu'il se frotte littéralement contre elle. Mais c'est quelque chose que Paul Thomas Anderson il pose finalement très très tôt dans le film, parce que dans la première scène, qui n'est pas anodine puisque c'est la scène où se rencontrent Alana et Gary, Alana accompagne Gary pour sa photo de classe, et au moment où elle revient, le sourire aux lèvres d'avoir parlé à quelqu'un qui a fait vibrer son âme, le photographe va lui mettre une claque sur les fesses, en fait, de manière très outrancière, on va dire, quelque chose qui ne se ferait plus, j'espère, aujourd'hui. Et je trouve que véritablement cette image de l'homme, ou au moins ce refus de l'image d'un homme idéal, accompagne le fait que finalement sa trajectoire la pousse vers Gary, parce que Gary il est imparfait, mais Gary au moins il la respecte pour ce qu'elle est, et même s'il est très entreprenant, on l'a dit, il reste avec la distance nécessaire. Et je trouve le film particulièrement intéressant et intelligent dans son dernier tiers de ne pas continuer sur cette voie de gestes entreprenants qui sont très physiques pour démystifier tout ce que l'amour a de sentimental. En fait, c'est cette dernière portion avec le politicien où, en fait, donc on dévoile un peu le scénario, c'est un politicien qui n'ose pas dire ouvertement qu'il est gay parce qu'il a peur que ça ternisse son image, parce qu'à l'époque, ça n'est pas aussi bien admis qu'aujourd'hui. Et véritablement, à ce moment-là, Paul Thomas Anderson, il n'est plus dans des étreintes physiques, il est en train de nous montrer tout ce que l'amour en tant que sentiment peut avoir de néfaste, et c'est ça qui va véritablement allumer la flamme chez Alana et qui va la faire prendre conscience, comme tu le disais Gré Pigeon, qu'elle est véritablement faite pour Gary. C'est vrai. Alors peut-être que je vais dire une bêtise et je m'en excuse avant de la dire là-dessus, mais Paul Thomas Anderson est d'une certaine manière, pour moi, un cinéaste féministe. Tout du moins, la figure féminine a toujours une place prépondérante dans la filmographie de Paul Thomas Anderson. Le dernier exemple en date avant Licorice Pizza, qui est le plus évident, c'est Phantom Thread, avec les personnages de Vicky Krieps et Leslie Manville. Mais il y a toujours une place forte sur la figure féminine dans la filmographie de Paul Thomas Anderson, avec toujours, souvent c'est une thématique qui moi je trouve récurrente dans sa filmographie, ce n'est pas celui de la figure dans le sens modèle, dans le sens mythe, mais c'est comment exister autrement que par mon simple statut de femme. C'est une espèce de vieille rengaine que l'on retrouve dans de nombreux films. On peut citer dès le premier finalement le personnage de Gwyneth Paltrow dans Hard Eight ou Double Mise, suivant les titres qu'il a eu en France. Il y a déjà ce côté de comment exister en tant que femme, pas forcément par une volonté absolue d'émancipation. C'est là-dessus en fait le personnage d'Alana Haim qui ne cherche pas non plus une émancipation sur les hommes, mais qui cherche surtout à retrouver un respect. Et tu l'as parfaitement dit, en fait, le personnage d'Alana aime Gary parce que d'une certaine manière, c'est le seul qui la respecte à sa manière. Alors avec la scène de William Holden, Jack Holden, vous choisirez le dénominatif que vous voulez, on effleure aussi un des autres thèmes du film. J'ai eu l'impression que constamment ce Licorice Pizza évoluait dans ce que j'appellerais l'antichambre du cinéma, c'est-à-dire que ces personnages n'ont jamais complètement un pied dans l'industrie, mais sont toujours un peu sur le pas de la porte. Ça passe d'abord par Gary qui fait des prestations en tant que comédien sur scène pour une espèce de comédie musicale qui met en scène toute une tripotée d'enfants, c'est un figurant parmi d'autres, et dans ces scènes-là en fait il est mené à la baguette par une chanteuse et chorégraphe qui est en fait un clin d'œil à l'actrice Lucy Ball. Alors Grey, je sais que tu sais qui est Lucy Ball. Alors pour les gens qui nous suivent sur les réfracteurs, je vous invite à aller lire l'article que tu as écrit, je crois Spike, sur le film Being the Ricardos, et qui met en scène la romance que Lucy avait avec son mari d'origine cubaine. Et je vous invite à aller voir ce film d'ailleurs qui est pas extraordinaire, mais qui revient sur une période intéressante de Hollywood, et notamment ce personnage féminin très fort qui est devenu extrêmement populaire dans les années 60 aux États-Unis. Donc voilà, Paul Thomas Anderson fait un petit clin d'œil à Lucy Ball. Il la met pas vraiment en valeur d'ailleurs dans le film. Lucy Ball, vu par Paul Thomas Anderson, c'est quelqu'un de complètement acariâtre, auto-centré, qui est certes entouré d'enfants, mais qui est loin d'être très très accueillante avec eux. En tout cas, en dehors de la scène.
Elle a même l'air de les détester et c'est là-dessus aussi que je trouve que le film a un demi-pied dans le cinéma et ça revient dans plusieurs scènes en fait. Il y a cette scène avec Jack Holden, William Holden, on l'a dit, où en fait ils vont reconstituer une cascade de cinéma. Donc Jack Holden s'apprête à sauter en moto par-dessus des flammes et où en fait au moment de démarrer la moto, Alana est accrochée à lui, elle va se retrouver par terre parce que la propulsion en fait lui a fait lâcher Jack Holden. Et donc là aussi, on a une image du cinéma qui est très acide. Il y a un metteur en scène, donc alors dans le film, c'est Rex Blow. Grey Pigeon, tu sais que d'ailleurs ce personnage, c'est une référence à un réalisateur que tu adores. Je sais pas si tu sais lequel. Ouais, c'est une référence à Sam Peckinpah, hein, grand alcoolique s'il en est. Effectivement. Et donc là, on voit toute la fausseté du monde du cinéma en fait, où avec 3 fois rien, on crée de l'événementiel et on laisse des gens sur le côté. Et la dernière scène qui moi me rappelle véritablement le monde du cinéma omniprésent dans ce Licorice Pizza, c'est la scène où Alana passe un casting et où Gary l'invite à répondre oui à toutes les interrogations qu'aura l'agent avec lequel elle s'entretient. Et véritablement, là, on voit aussi que le monde du cinéma, le monde du spectacle marchande presque la chair humaine parce que la seule considération qu'aura cet agent, c'est pour le nez d'Alana, où elle lui dira qu'elle a un nez qui fait très juif et qu'à l'époque, c'est assez en vogue dans le monde du cinéma. Donc véritablement, il y a une vision, je trouve, du monde du 7e art qui n'est pas très reluisante de la part de Paul Thomas Anderson, sans non plus être totalement injurieuse. Ce qui est très drôle là-dessus, sur cette critique du monde du 7e art, c'est que Paul Thomas Anderson n'a pas forcément une excellente réputation en tournage. Au-delà d'être perfectionniste, il a surtout la réputation de manquer un peu d'humilité, d'être très très égocentrique. Il y a des crises, on a régulièrement entendu les crises de Paul Thomas Anderson sur les plateaux de tournage qui ne feraient pas pâlir le personnage de John Peters, qui d'ailleurs ressemble un peu physiquement à Paul Thomas Anderson. Doit-on y voir un lien ou pas ? Je ne sais pas. Mais on peut presque y voir parfois un côté presque premier degré de règlement de compte avec ces figures-là, lui-même, peut-être par son ego, peut-être par les critiques qu'il a pu recevoir sur son état sur les tournages. Est-ce que ça serait pas une forme de règlement de compte ? Peut-être, ça, la postérité nous le dira peut-être. Alors d'un art à un autre, il n'y a qu'un pas, parce que du 7e art, Licorice Pizza n'en manque pas, évidemment, il le respire même à plein nez, mais la musique est vraiment un élément central du film, et c'est vraiment, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, toute la musique qu'on aime, parce qu'on retrouve des groupes géniaux. Et toi, d'ailleurs, la musique t'a interpellé ? La musique m'interpelle forcément, surtout quand on sait que ces dernières années, Paul Thomas Anderson a passé presque plus son temps à faire des clips musicaux, ou des projets hybrides, puisque Anima, c'est compliqué de le classer. Paul Thomas Anderson a beaucoup travaillé avec le monde de la musique. Alors il a toujours beaucoup travaillé avec le monde de la musique. Il faut savoir que depuis 2007, donc depuis 15 ans, au moment où on enregistre ce podcast, peut-être beaucoup plus si vous nous écoutez depuis l'avenir lointain, depuis 2007 et The Ruby Blood, si je dis pas de bêtises, Paul Thomas Anderson collabore au niveau de ses bandes originales avec Johnny Greenwood, qui est peut-être pour les plus fans de rock anglais possible, ça vous dira peut-être quelque chose. Johnny Greenwood, c'est le guitariste principal, la lead guitare de Radiohead. Il travaillera aussi beaucoup avec Tom York. Alana Haim, comme Grey Pigeon nous l'a merveilleusement présenté en préambule, fait partie du groupe Haim. Il a toujours eu un lien particulier avec la musique, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est que sur un film comme les années 70, avec une bande originale très rock, on a pu le voir dès la bande-annonce avec David Bowie, Life on Mars, qui sera présent dans le film pour un travelling avant, que je trouve absolument formidable, moi, qui m'avait bluffé en salle, avec une bande originale absolument excellente pour tous ceux qui aiment la musique des années 60-70. La musique n'est jamais là pour un côté jukebox. C'est moi le côté qui m'énerve un peu. Je vais me permettre de citer un autre film là-dessus. C'est pas Cruella, quoi. Moi, au-delà de Cruella, j'allais citer moi plutôt que je n'ai pas vu Cruella, mais j'écouterai, je sais pas s'il est sorti encore l'excellent podcast ou l'excellent article qu'il y aura dessus sur les réfracteurs, bien évidemment. Il est sorti, il est disponible et il n'est pas très élogieux. J'allais citer un autre film Disney, puisque Les Gardiens de la Galaxie, qui moi presque, je trouve, a donné une forme de pas. Alors, ceux qui me connaissent personnellement savent que je ne porte pas James Gunn très haut dans mon cœur. Mais le côté jukebox à la cool,
On pourrait penser à première vue, quand on regarde la liste, je sais qu'il y a les Doors, je sais qu'il y a du McCartney. Voilà, entre autres, pour les premiers noms, on pourrait dire il va y avoir un côté jukebox, façon années 60-70, pour nous plonger dans l'ambiance. Et puis voilà. Sauf que non, Paul Thomas Anderson, comme je l'ai dit, il a une vision macro et micro du film, et surtout, la mise en scène est axée aussi sur la musique, parce que la musique est un élément de mise en scène. Moi, j'ai toujours trouvé que l'utilisation de la musique, c'est une excellente manière de jauger le niveau d'un metteur en scène. Parce que souvent, les très bons metteurs en scène ne tombent pas dans cet écueil du côté jukebox. Voilà, ça c'est peut-être pour le taquet gratuit envers James Gunn. Je continue, mais c'est surtout que Paul Thomas Anderson, chaque musique est partie intégrante du film et devient cet élément de mise en scène. J'ai parlé des Doors, à un moment c'est Peace Frog, si je dis pas de bêtises, qui est cité en musique intradiégétique, puisqu'elle intervient dans le film. On rappelle la musique intradiégétique pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est. C'est une musique qu'on entend dans un film, mais qui sont entre guillemets entendues aussi par les personnages, qui fait partie intégrante de l'histoire, de l'univers du film. Peace Frog qui arrive, qui est lancé dessus, et d'une mise en scène très calme, on va arriver à avoir une musique qui va être très rythmée, basée sur les rythmes des Doors, mais qui ne va pas sembler juste faite pour être calée sur les Doors, pour se dire putain j'ai calé les Doors et je vais essayer de faire un truc un peu tape à l'œil qui va être cool, parce que les Doors, Peace Frog des Doors intervient à ce moment-là, parce que il va traduire l'état d'esprit des personnages à ce moment-là, et du coup le choix de la musique est annexé à ce que la scène doit raconter, et la mise en scène, la musique est intégrée comme un élément de mise en scène, et du coup l'image va travailler avec la musique, la lumière va travailler avec la musique, le montage va travailler avec la musique. Et ce qui me permet de dire et de rappeler que Licorice Pizza, comme rarement, et c'est très rigolo de dire ça quand on connaît la filmographie de Paul Thomas Anderson, c'est que c'est un cinéaste absolu. Pas absolu dans un côté négatif, bien au contraire. C'est que c'est un cinéaste qui va complètement embraser son film, et qui va également l'embrasser, pour ce jeu de mots DS, qui a une vision absolue. C'est presque en fait la filmographie de Paul Thomas Anderson, c'est ce même de Tarkovsky, poétique cinéma. Paul Thomas Anderson, il va au bout des choses. Il va au bout des choses parce que il a un profond amour pour le cinéma. N'en déplaise à ce qu'on voit dans le film, qui n'en fait pas un portrait très au jeu du monde du cinéma. Paul Thomas Anderson, il aime le cinéma, et il aime en tant qu'objet. Il aime par les idées, par les messages qu'il peut transporter, comme une idée de rendre honneur au cinéma. Il va vraiment aller au bout des choses. Il va se transcender. Il va surtout essayer de réfléchir à chaque détail d'un point de vue cinématographique. C'est pour ça finalement qu'on a la chance, avec Paul Thomas Anderson, d'avoir une filmographie d'une très haute qualité, puisque le niveau moyen est très très haut. C'est-à-dire que le pluriel de chef-d'œuvre s'applique clairement à la filmographie de Paul Thomas Anderson. Et vous verrez tout le monde s'engueuler sur quel est son Paul Thomas Anderson préféré, mais on sera tous d'accord pour dire que le Paul Thomas Anderson préféré du voisin est un excellent film, parce que c'est un cinéaste d'une grande qualité, d'un immense talent. Paul Thomas Anderson a un talent absolu, et personne ne peut douter de ça. Il a surtout cette volonté de faire ce cinéma absolu qui va au bout des choses, c'est-à-dire on y va à 200% ou on n'y va pas. Il choisit ses projets, il travaille vraiment ses projets dans ce sens. Licorice Pizza pourrait sembler à première vue une simple histoire d'amour, mais en fait c'est bien plus de choses que ça. Ça va raconter énormément de choses. Ça va raconter énormément de choses sans vouloir absolument en entasser, parce qu'on a un cinéaste qui sait doser convenablement, et les ingrédients qu'il met, il sait les utiliser pour qu'ils soient les plus efficients à leur manière. Et voilà, Licorice Pizza, c'est un prolongement. Alors peut-être, là-dessus on parle des années 70, on peut comparer à un film qui est sorti il y a 2 ou 3 ans maintenant, peut-être, le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, qui raconte un peu cette même période et tout là-dessus. On voit 2 approches complètement différentes. Moi, personnellement, j'ai déjà dit dans mon émission L'Apéro Ciné, et à côté, j'ai pas du tout aimé le Tarantino, j'ai plein de reproches à lui faire. Mais s'il y a bien une qualité que je peux retrouver en Once Upon a Time in Hollywood, qui est un peu la même que Licorice Pizza, c'est que c'est 2 films qui sont généreux en termes de cinéma.
parce qu'il y a un vrai amour du cinéma et il y a un vrai amour de montrer du cinéma. Et parce que oui, c'est du cinéma, Licorice Pizza, mais c'est du cinéma avec un grand C. Et c'est en ça que Paul Thomas Anderson est génial et que le film est génial. Et c'est tellement du cinéma que moi j'ai trouvé qu'il nous faisait un vrai grand écart. Tu l'as dit, les deux films Once Upon a Time in Hollywood et Licorice Pizza partagent cela qu'ils sont des instantanés de la Californie à cette époque de l'histoire. Mais j'ai l'impression que quand Paul Thomas Anderson veut, lui, s'inscrire dans l'histoire du cinéma, il le fait de manière plus implicite. Donc on l'a dit, il y a dès le début cette référence à Lucy Ball, et puis ça finira à la fin avec une citation assez directe, je pense que vous l'avez ressenti tous les deux aussi, à Taxi Driver. Donc on n'ira pas jusqu'à des extrémités aussi sanglantes, mais il y a une scène qui rappelle vraiment le film de Martin Scorsese, que tu aimes beaucoup, Toine. Et ça me permet d'aller sur un autre terrain qu'on a effleuré mais qu'on n'a pas vraiment creusé jusqu'à présent, c'est la sphère politique dans laquelle évolue le film. Et pour cela, il faut replacer un petit peu les choses dans leur contexte. Donc on est en 73 en Californie et les États-Unis sont en plein remous. On sait que les années 60, ça a été les années sanglantes avec les meurtres des Kennedy, de Malcolm X, de Martin Luther King, bien sûr. Et dans les années 70, l'Amérique, elle se reconstruit un peu, elle se cherche une nouvelle identité politique. Et j'ai trouvé que la confrontation que nous proposait Paul Thomas Anderson était très brutale, parce que la première fois où le champ politique va s'inviter dans le film, c'est une scène pivot, je trouve, du long métrage. C'est la scène de l'arrestation de Gary. Donc Gary, en fait, a ouvert son business de matelas à eau. Il en fait la démonstration dans une foire pour adolescents. Et alors que Paul Thomas Anderson est dans des mouvements très latéraux, très glissants, c'est toute la logique de son film, il va y avoir une rupture totale. Il y a deux policiers qui vont saisir Gary, la caméra va s'arrêter sur eux brutalement, et ils vont l'embarquer sans lui expliquer pourquoi. Et après l'avoir un petit peu malmené et poussé dans la voiture, on va lui dire qu'il est cherché pour meurtre, ce qui est absolument faux, hein. C'est une scène qui est un peu décalée dans le film, et on va même lui dire, et ça a une résonance particulière lorsqu'on prononce ce mot à cette époque-là aux États-Unis, on va lui dire on va t'envoyer à Attica, et Attica, c'est une prison qui n'a rien de commune aux États-Unis. Je crois que Greg, tu as vu un reportage récemment qui en parlait d'ailleurs à cette époque-là. Ouais, Attica, c'est la prison du comté de New York, hein, mais c'était une des prisons réputées une des plus dures des États-Unis, dont la population était principalement noire, et les prisonniers étaient vraiment maltraités, tant et si bien qu'ils se sont révoltés, et la révolte a été réprimée dans le sang. À l'époque, plusieurs prisonniers, plus d'une dizaine de prisonniers ont été tués à ce moment-là. Donc voilà, pour vous montrer que Attica n'était vraiment pas une résidence plaisante, hein. C'est vraiment peut-être la pire prison des États-Unis, comme tu l'as dit. Mais les thèmes de société et la sphère politique, comme je le disais, s'invitent en fait tout au long du film, parce qu'on évoque même la crise pétrolière qui frappe à ce moment-là, où plus explicitement, il y a tout le dernier tiers du film qui sera l'engagement politique d'Alana pour un candidat en quel elle croit, mais qui va aussi se révéler être une espèce de miroir aux alouettes. Donc là aussi, à l'instar du cinéma, à l'instar de la musique, Paul Thomas Anderson s'approprie la politique d'une époque, non pas pour la recracher bêtement, pour nous donner une histoire qui est commune, mais pour alimenter ce qui est une espèce d'instantané de la Californie dans les années 70. Donc c'est un vrai beau film de cinéma qu'on a face à nous, on peut le dire d'ores et déjà, c'est un coup de cœur, et j'aimerais qu'on s'interroge autour de la table sur comment Licorice Pizza s'inscrit dans la filmographie de Paul Thomas Anderson et comment il y répond. Peut-être toi, Gré Pigeon, en premier. T'en as parlé, Antoine, et j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Paul Thomas Anderson, c'est un cinéaste cinéphile qui est un petit peu auto-centré, et je trouve que Licorice Pizza en fait, il tombe un petit peu dans ce piège, mais je pense que c'est voulu de sa part, où il s'autocite quelque part. Licorice Pizza fait penser à d'autres films de sa filmographie. Moi, j'ai pensé évidemment à Punch Drunk Love, où une histoire d'amour entre deux personnages, dont un notamment le personnage de Adam Sandler, qui est dans une famille très nombreuse, un petit peu à la manière du personnage d'Alana dans Licorice Pizza. On peut penser à Boogie Nights, notamment, où le père de Cooper Hoffman, Philip Seymour Hoffman, joue un vendeur de matelas. Ici, dans ce film-là, il joue un vendeur de lit. Et est-ce que tu as eu ce sentiment-là aussi, Antoine, sur le fait que quelque part Paul Thomas Anderson s'autocite? Je vais même aller plus loin, si tu le veux bien. C'est même pas de l'autocitation. Il y a beaucoup de gens, quand le film est sorti, maintenant il y a quelques semaines, qui l'ont évidemment comparé à Punch Drunk Love. Parce que sur le papier, c'est les deux histoires d'amour de Paul Thomas Anderson. C'est deux
comédie romantique, et je mets des très très gros guillemets quand je dis ça, pour moi, c'est surtout deux films qui se complètent, qui résonnent en écho, à savoir évidemment la filiation des Hoffman. T'as parlé des matelas à eau pour les Hoffman. Je ne peux pas penser une seule seconde que ce ne soit pas voulu par Paul Thomas Anderson lorsqu'il conçoit l'histoire de Licorice Pizza, Licorice Pizza, pardon. Je peux pas penser une seule seconde qu'il l'ait pas fait exprès. Mais surtout, Punch Drunk Love, qui est donc, si je dis pas de bêtises, son quatrième long métrage, plus précisément. C'est l'histoire d'une quête d'amour. C'est surtout l'histoire de comment ces deux personnages vont pouvoir s'aimer. L'amour, entre guillemets, qu'a Adam Sandler pour retrouver le personnage d'Emily Watson, si je dis pas de bêtises. Alors que Licorice Pizza, dès le préambule, en fait, dès cette première scène, dès ce magnifique travelling dont on n'a pas parlé malheureusement, qui est une scène magnifique, qui a un pouvoir cinématographique. Voilà, on a créé les One Perfect Shot, des trucs comme ça pour ce genre de plan absolument sublime et tellement intelligent cinématographiquement. Dès ce premier plan de Licorice Pizza, on va avoir cette vision en fait d'un couple qui est déjà établi. Vous l'avez dit tout à l'heure, les gars, il n'y a que eux qui ne voient pas qu'ils sont un couple. Autant Punch Drunk Love et l'histoire de comment l'amour naît, Licorice Pizza, c'est comment l'amour peut vivre. Parce qu'il y a cette espèce d'amour, cet amour peut-être presque amical dans un premier temps, qui va devenir à l'union, mais Paul Thomas Anderson ne nous fait pas miroiter le fait qu'ils vont s'unir. C'est presque inscrit dès le début, en fait. On connaît le final. Encore une fois, c'est pour ça que c'est difficile de le résumer, parce qu'on s'en fout presque de l'histoire, on s'en fout presque de savoir s'ils vont finir ensemble, tellement ça semble évident. Ce qui intéresse Paul Thomas Anderson, c'est de savoir comment ils vont pouvoir atteindre ce but-là. C'est vrai que pour ce qui est du caractère sentimental du film, vous avez très bien resitué dans la filmographie de Paul Thomas Anderson ce Licorice Pizza. Pour ma part, j'ai pensé à un autre de ses films en fait en regardant le long métrage, c'est à Boogie Night. Alors ça peut sembler très alambiqué comme parallèle, mais j'ai l'impression que Paul Thomas Anderson, tu parlais du premier plan du film, la rencontre entre Gary et Alana, et ça n'est pas exactement le premier plan du film. Si vous avez bonne mémoire, en fait, le film s'ouvre sur Gary qui se coiffe, devant un miroir. Et le fait d'ouvrir un Paul Thomas Anderson sur un personnage qui se regarde dans le miroir, ça m'a immédiatement fait penser à la conclusion de Boogie Night, où le personnage de Mark Wahlberg se confrontait lui aussi au miroir et finalement fermer un film d'une certaine manière et en ouvrir un autre d'une autre façon, ça n'est peut-être pas innocent. Et ils ont au moins cela en commun, Gary et donc Mark Wahlberg dans Boogie Night, d'être dans une espèce de quête du succès. Alors pour Gary, ça passe par des chemins bien plus honorables que ceux de Mark Wahlberg qui dans Boogie Night fait partie de l'industrie de la pornographie. Pour Gary, ça reste ces espèces d'entreprises ou alors sa carrière d'acteur naissante, dira-t-on. Toujours est-il que j'ai l'impression que ces deux films partagent cette thématique que Paul Thomas Anderson nous a déjà proposée par le passé, et donc que Licorice Pizza est vraiment une œuvre de son auteur à 100%. Avant de se quitter, je voulais mentionner un autre film dont on a déjà parlé sur le site. Ce film, c'est Nos plus belles années. En titre original, c'est The Way We Were. Désolé pour mon accent. On en a parlé sur le site. Et j'ai trouvé que les deux films partageaient un certain esprit commun. Alors, on vous l'a dit, Licorice Pizza se passe en 1973 et Nos plus belles années est sorti en 1973. Donc c'est un film de Sidney Pollack dans lequel on retrouvait Robert Redford dans le premier rôle masculin et, ça n'est pas de dingue non plus, Barbara Streisand dans le rôle féminin. Et Barbara Streisand, elle est mentionnée plusieurs fois dans Licorice Pizza. Et je trouve que les deux films partagent, alors ça n'est pas le cas de tout le long métrage Nos plus belles années, mais il y a une partie du film vers la fin qui est vraiment elle aussi inscrite dans la Californie de ces années-là. Et le fait que Paul Thomas Anderson dans Licorice Pizza fasse autant référence à Barbara Streisand, ça m'a fortement évoqué ce film qui lui aussi est une histoire d'amour, qui lui aussi a un fond politique, parce qu'en plus ce film il n'est pas anodin dans la carrière de Barbara Streisand, puisque cette année-là, en 1973, elle sera nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Donc voilà, c'était une petite aparté, peut-être si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de Licorice Pizza, Nos plus belles années est un petit conseil que je me permettais de
de glisser comme ça avant de conclure, mes chers amis. Et donc, comme on conclut, je vous propose de décerner la note habituelle au film. Quelle est la tienne, Gré Pigeon ? Écoutez, comme d'habitude, je crois que je vais devoir commencer par préciser que je ne peux pas donner la note de 10 sur 10, malgré le fait que pour ce film-là, je suis très tenté, mais 10 sur 10 est réservé à Barry Lyndon. Donc je lui donne la note de 9 sur 10. Et quant à toi, Toine ? Apparemment non plus, on n'a pas le droit de donner la note de 10 sur 10. Je serais bien monté à 11, mais je risque d'avoir des problèmes. Et vu que pour moi le 10 sur 10... On n'est pas dans Spinal Tap. Voilà. Mais pour moi le 10 sur 10 étant réservé à Taxi Driver, et comme on n'a pas le droit au demi-point, ça sera un 9 sur 10. Et comme je l'ai dit en préambule, un énorme coup de cœur. Eh bien, quant à moi, puisque mon 10 sur 10 est réservé à 100% bio, je donnerai... Alors, je vais être un point en dessous de vous, je vais donner un 8, mais c'est un film pour lequel j'ai eu vraiment un immense coup de cœur. C'est un des... Enfin, je trouve qu'on a une très belle sélection des Oscars cette année, quoi qu'on en dise. Il y a des films qui divisent, bien sûr, mais celui-là fait partie du haut du panier, et je vous encourage à le voir. D'ailleurs, on vous propose ce podcast, je le rappelle, dans le cadre de notre tour d'horizon complet et exhaustif. On essaye des Oscars, donc n'hésitez pas à vous pencher dessus. Le film est édité en France par Universal et vous pouvez sûrement le retrouver en salle puisque avec les Oscars il y a pas mal de ressorties et puis bientôt en version physique ou en démat comme vous préférez. Est-ce que je peux te relancer une toute dernière question avant qu'on se quitte ? J'aimerais Oui, que bien sûr. Antoine nous dise, dans ta filmographie de Paul Thomas Anderson, où est-ce que tu le situerais, Licorice Pizza ? Est-ce que tu le situerais tout en haut de tes films préférés ou plutôt vers le bas parce que c'est un film que tu considères peut-être un petit peu plus mineur que d'autres ? Alors, subjectivement, je place très haut Magnolia et The Master, qui sont vraiment deux immenses coups de cœur. Je sais que The Master fait partie des films un peu mal aimés de sa filmographie, et je ne comprendrai jamais pourquoi. C'est celui que j'aime le moins de tous ceux que j'ai vus. Voilà, c'est un film absolument majestueux, porté par deux grands acteurs, le père de Cooper Hoffman, puisque maintenant là-dessus il faut qu'on parle du père, Philip Seymour Hoffman, voilà, qui trouve peut-être son meilleur rôle chez Paul Thomas Anderson, donc son meilleur rôle tout court. J'ai beaucoup d'amour pour The Master et j'espère qu'on le réhabilitera un jour. Magnolia aussi. Bon voilà, j'ai pris un coup de cœur. C'est la chance, je tiens quand même à préciser, je suis assez jeune, c'est le premier Paul Thomas Anderson que je vois en salle, puisque j'avais raté Phantom Thread à l'époque. Donc c'est le premier que je peux voir en salle, donc ça joue énormément. Je le mets donc subjectivement très haut, mais j'aurais envie de te dire, objectivement, je le mettrais très haut aussi, parce que c'est un film... J'aime pas le côté film somme, parce qu'il reste encore plein de belles choses que Paul Thomas Anderson peut nous offrir, mais c'est un film d'une grande qualité dans la filmographie. J'en ai parlé que positivement, parce que j'aime pas l'idée, c'est ce que j'ai dit dans mon bouquin, tout film a un défaut, donc je vais pas te dire qu'il est strictement parfait, mais on s'en approche énormément, comme rarement dans sa filmographie. Et je prends même un pari avec vous, nous sommes donc en 2022, je vous parie que d'ici 8-9 ans, quand on va faire le bilan de la décennie, on devra citer Licorice Pizza parmi les plus grands films de la décennie. Je prends le pari aujourd'hui. Eh bien, le pari est tenu, et avant de nous quitter, il ne nous reste plus qu'à faire des bisous à nos auditeurs. Aujourd'hui, mes amis, je vous propose de faire des bisous à la réglisse, bien évidemment. Évidemment. Avec les dents pleines de pizza. Exactement. Sous le soleil de la Californie. Et ben voilà, comme ça le panel est complet. Salut à tous, merci de nous avoir écoutés et retrouvez-nous pour d'autres émissions très bientôt. Salut. Salut.